Hello, hello les copains, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Agneau et je vous emmène dans une nouvelle aventure cette semaine. Et aujourd'hui, je vous emmène à mon chevet avec Nicolas Serriès, qui est actuellement le dirigeant de Zeiss France. Alors, vous ne connaissez peut-être pas parce que c'est une entreprise plutôt B2B, donc orientée entreprise. Zeiss est vraiment l'un des leaders mondiaux de l'optique de précision. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'interviewer Nicolas sur le podcast? Eh bien, simplement parce qu'il a un parcours, vous allez voir, remarquable, notamment dans le domaine de la restructuration. Or, c'est un thème que j'ai très peu, justement, traité précédemment. Et je trouve ça dommage parce que c'est un thème, évidemment, qui est très important, puisqu'on sait que quand on est dans une entreprise, à la fois en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant ou autre chose, eh bien, on a toujours des hauts, mais aussi des bas. Et Nicolas, des bas, il en a vécu pas mal. Il en a même vécu quatre gros, puisqu'il a dû faire 4 restructurations d'entreprise. Il nous explique donc dans cet épisode comment il a procédé, comment garder les pieds sur terre, comment ne pas paniquer, comment aussi garder ses émotions finalement pour soi et réussir au mieux à traverser ces périodes difficiles. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira tout autant qu'il m'a plu à moi de l'enregistrer et de rencontrer Nicolas. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Nicolas Serriès. Bonjour Nicolas. Bonjour Pauline. Ravi de vous accueillir. Ravi d'être présent ici. Nicolas, j'ai fait mes recherches sur vous, en long, en large, en travers. Je vais certainement dire plein de bêtises, mais j'ai voulu commencer par quelque chose qui m'a semblé vraiment intéressant et peut-être au cœur de votre carrière, à savoir votre expérience familiale, où, si je ne me trompe pas, vous avez très tôt été plongé dans le monde de l'entreprise, avec votre papa notamment, si je ne me trompe pas. Et notamment, vous avez vécu assez tôt des hauts, des bas dans le monde de l'entreprise. J'aurais aimé que vous puissiez m'en parler un peu, m'expliquer ce qui s'était passé et peut-être évidemment quels enseignements vous en aviez tirés ensuite dans votre future carrière. Alors effectivement, je suis fils, petit-fils et arrière-petit-fils d'entrepreneurs. Donc j'ai un père qui a repris une entreprise familiale qui était spécialisée dans la peinture en bâtiment, qui l'a développée pendant de nombreuses années. Et donc moi j'ai toujours connu, tout au long de ma vie, depuis que je suis né, le monde de l'entreprise pour baigner dans un monde entrepreneurial. Et puis effectivement, l'entreprise s'est développée et elle a connu à un moment donné, c'était dans les années 80, c'était en 1984 très exactement, mon père a déposé son bilan. C'était l'époque de la crise du bâtiment. On était au moment du tournant de la rigueur quand sous le gouvernement Mitterrand, enfin sous la présidence de Mitterrand, il y a eu ce retournement entre la période Mauroy, la période qui a suivi avec Fabius, et il n'y avait plus de boulot dans le bâtiment. Il avait une entreprise qui avait plus de 200 salariés. Et effectivement, il a déposé le bilan, il n'y avait plus de chantier. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelait l'autorisation administrative de licenciement, c'est-à-dire le chef d'entreprise ne pouvait pas se séparer de son personnel sans une paperasserie absolument infernale. Quand il était en dépôt de bilan. Et bon, ça s'est traduit par le dépôt de bilan. Alors effectivement, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, parce que j'avais 16 ans à cette époque. Et quand vous êtes dans un environnement, vous voyez un père, chef d'entreprise, son développement, que vous grandissez dans cet environnement, vous savez toujours qu'il y a des hauts, des bas, des difficultés. Vous le voyez rentrer, parfois la mine plus renfermée que d'autres jours. Mais là, en revanche, c'était la fin des haricots. Et j'ai découvert, et ça a été quelque chose d'assez incroyable, ce que c'était que de se retrouver du jour au lendemain... sans ressources, sans revenus, à devoir tout gérer, fermer, gérer les licenciements, la fin de l'entreprise, etc. Et mon père a repris une entreprise, a racheté une entreprise qui n'était plus spécialisée en peinture en bâtiment, mais en peinture industrielle, une toute petite entreprise. Et j'ai cette image qui me restera toute ma vie. À l'époque, mon père, ça marchait relativement bien. Il avait une CX. Okay. C'était la voiture un peu à la mode. Qui était un peu à la mode des chefs d'entreprise. Et un jour, on retourne dans cette nouvelle entreprise qu'il avait rachetée et je le vois sur le chariot élévateur en train de charger des camions lui-même dans son chariot élévateur. Et là, je me suis dit, quand on est entrepreneur, on a des hauts, on a des bas. J'avais un ancien patron qui me disait, de toute façon, pour qu'il y ait des hauts, il faut qu'il y ait des bas, et inversement. Et il faut apprendre aussi peut-être à redescendre au bas de l'échelle. Oui, je crois qu'il faut apprendre à redescendre. Alors, j'ai la chance d'avoir une maman qui est allemande
et qui est née en Allemagne de l'Est. Et elle a connu l'après-guerre, particulièrement difficile en Allemagne de l'Est, et elle est donc du coup d'une très grande simplicité. Et je crois que ma maman n'a jamais été fascinée par des réussites sociales, même si évidemment ça lui convient, mais elle a une capacité à s'adapter à son niveau de dépenses d'une manière totalement remarquable. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué et qui fait que je suis plutôt quelqu'un d'économe. Vous voyez, c'est-à-dire qui n'a pas besoin d'énormément de choses par rapport à ça. C'est aussi un héritage familial. Même si, encore une fois, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais j'ai vu mes parents s'adapter et ça a été un très bel exemple pour moi. Bah, j'imagine, à la fois évidemment difficile, mais aussi une chance peut-être d'avoir vu ça aussi jeune et de le comprendre, quoi, parce que c'est quand même pas donné à tout le monde. Oui, parce que je crois que ça a conditionné aussi le fait que j'ai voulu me battre pour réussir professionnellement. J'ai toujours été attiré par l'entreprise, par le monde de l'entreprise. Et je me suis toujours mis dans l'esprit que c'était jamais acquis. Et que on pouvait très facilement connaître des mésaventures professionnelles et qu'il fallait s'y préparer. Après, ce n'est pas quelque chose qui me tétanise du tout. En revanche, je vis le développement d'entreprise d'une façon assez saine, au sens que je vais me battre pour que ça marche. Puis quand il va y avoir des échecs ou des difficultés, je vais les affronter d'une façon assez cartésienne. J'allais vous parler justement d'émotions, parce que j'imagine pour votre papa, passer de 200 salariés, une entreprise florissante, à tout d'un coup, en fait, il faut liquider la boîte. Et vous avez quand même fait pas mal de reprises ou redressements d'entreprise. Vous avez dû vivre des moments très difficiles. Je voulais vous demander comment ça se passe émotionnellement. Peut-être si on repart de ce premier exemple, vous, en plus, en tant qu'enfant, quand vous l'avez vu de l'extérieur, comment est-ce que votre père a réagi? Comment est-ce que vous avez réagi face à une période honnêtement très, très difficile, je peux imaginer? Alors je pense qu'il faut réagir avec courage et il faut embarquer les gens, il faut leur expliquer. Si on en revient effectivement, moi dans ma carrière professionnelle, effectivement j'ai été amené à faire des restructurations. Je travaillais dans une entreprise qui s'appelle Kiss, qui fabriquait, qui a démarré par les clés minutes et puis qui après a développé les premiers mini-labs, donc les machines pour développer les photos. Et puis qui a été ensuite racheté par un groupe qui s'appelle Photomi, donc c'est Photomaton, et qui s'est spécialisé dans la fabrication de produits en distribution automatique. Mais le business principal de Kiss, quand je dirigeais d'ailleurs Kiss, c'était la photo. Et je vais revenir à cette question de l'émotion, parce que vous allez voir qu'on passe par beaucoup de phases dans ce marché-là. La photo se développe, on développait des photos, on échangeait des photos, et nous, on était spécialisés dans la fabrication de machines qui permettaient le tirage de ces photos. Arrivent les années 2000, arrive le digital et le fait que des appareils photo traditionnels argentiques deviennent des appareils photo numériques. Mais à l'époque, on tirait encore ces photos à partir des supports numériques. Donc on a développé des mini-labs pour tirer toujours les photos sur papier, mais les photos à partir de supports numériques. Pourquoi ? Parce que l'Internet n'était pas encore suffisamment puissant et on ne pouvait pas encore partager les photos. Et puis, à un moment donné, on est passé de ces fameux systèmes, vous vous rappelez, là, je ne sais plus comment on appelait ça, là. Enfin bref, à l'Internet haut débit. Et du coup, le support numérique a pu être transféré et partagé. À partir de là, le tirage photo n'avait quasiment plus de sens, puisqu'on pouvait partager les photos de l'anniversaire avec sa maman, avec ses parents, etc. Et donc là, il a fallu qu'on fasse une très grosse restructuration chez Kiss. Mais on n'était pas les seuls. Tout le monde s'est planté. Tout le monde a fait une erreur de jugement colossale. Kodak a fait faillite, Agfa a fait faillite, Konica a fait faillite. Et nous, on a dû gérer ça. Et moi, à ce moment-là, je dirigeais Kiss. Et j'ai donc dû organiser ce qu'on appelle un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi. Et
effectivement, c'est très touchant parce que on va devoir restructurer l'entreprise, on va devoir annoncer à des personnes qu'elles vont devoir partir. Mais moi, ce que j'ai toujours fait, c'est que j'ai toujours énormément travaillé le dossier et les raisons et les argumentaires qui nous ont amenés à cette situation pour pouvoir le partager de façon totalement transparente avec les personnes concernées. Et au départ, dans un PSE, on indique les éléments à absolument tout le monde. Et puis derrière, on définit un certain nombre de critères et il y a un certain nombre de personnes qui vont donc devoir quitter l'entreprise. Alors c'est horriblement dur pour ceux qui partent, surtout dans des périodes où on est dans des crises d'emploi, dans des périodes où l'emploi repart, où il y a de la demande. On va dire que c'est plus facile. Mais dans des périodes où, souvent, on n'est pas les seuls à faire des plans comme ça, c'est difficile. C'est difficile pour ceux qui partent, c'est difficile pour ceux qui restent également. Et là, je pense que c'est le chef d'entreprise, il doit énormément expliquer et il doit aussi définir des critères qui sont le plus justes possible. Et effectivement, c'est compliqué. Mais ça fait partie de la vie d'un chef d'entreprise. C'est-à-dire que, on connaît tous ces grands chefs d'entreprise, ils se sont plantés plein de fois avant de réussir, ou parfois ils ont réussi, puis après ils se sont plantés. Mais un chef d'entreprise, il doit savoir développer son entreprise, mais au cas où il y a un accident, une erreur de stratégie ou un accident de parcours, il doit savoir aussi savoir la restructurer. Je voulais revenir à nouveau en arrière. On est passé donc de votre expérience familiale avec votre papa à Kiss, et entre-temps, il s'est forcément passé beaucoup de choses. Je voulais savoir en fait, quel avait été votre parcours à l'époque de jeune homme, d'étudiant, et quelles avaient été en fait les voies vers lesquelles vous étiez orienté. Parce qu'en fait, vous avez finalement pris dans un premier temps, à cause de Kiss, donc un chemin qui est pas si fréquent pour un jeune homme quand même, de justement rentrer un peu dans le dur, dans du redressement, dans la restructuration, qui est pas si facile. Mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé à ce chemin ? Alors en fait, après mes études, j'ai fait mon service militaire. Après mon service militaire, je suis rentré, j'ai fait Subdeco, Grenoble, une école de commerce. Après, j'ai fait mon service militaire et je suis rentré dans une entreprise qui était spécialisée dans la fabrication d'emballages pour l'industrie alimentaire et qui était basée à Monaco, mais c'était un pur hasard. Donc en fait, j'ai découvert qu'à Monaco, il y avait de l'industrie. Et là, j'ai démarré dans une fonction de commerce, une fonction commerciale. Et j'ai assez bien réussi cette première étape, puisque lorsque je suis arrivé, l'entreprise avait d'ailleurs recruté un commercial parce qu'elle n'avait pas assez de business. Les chaînes de fabrication des emballages ne tournaient pas suffisamment. Et donc, ils m'ont embauché pour aller gagner des parts de marché. Et en fait, ça a été ma première réelle expérience commerciale. Et j'ai travaillé beaucoup et j'ai gagné énormément de parts de marché jusqu'au point... Ils vous ont dit stop, arrête, on n'arrive plus à suivre. Et ça en est arrivé là. C'est-à-dire que il y avait 2 mois de commandes remplies. Les machines tournaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en gros, je vendais, après plus du business, je vendais du délai. Mais c'était quand même des très grosses boîtes. C'était Jambon d'Aos, c'était Andros, c'était Calixte, c'était la Feta Salakis. Et puis, c'est un truc que j'ai découvert, c'était de la coextrusion en filière plate. Donc, en gros, c'était de l'empilement de différents polymères entre eux qui permettent d'avoir des propriétés barrières pour protéger les aliments. Donc, par exemple, de la compote, c'est emballé dans un complexe de polystyrène, de VOH et de polyéthylène. Écoutez, on apprend des choses tous les jours, Nicolas. Et le polyéthylène sert à sceller l'emballage et le VOH au milieu sert à éviter que l'oxygène traverse la matière. Et votre compote, elle est conservée. C'est pour ça que vous voyez des compotes qui ne sont pas forcément au rayon frais. Voilà. Bon. Bref, attendez, je suis quand même obligée de vous interrompre parce que faire passer une entreprise de un peu difficulté de commerciale à tout d'un coup, c'est tellement l'explosion qu'on est obligé de vous dire stop. Et quel a été le facteur clé de succès selon vous ? Bosser, démarcher. Donc le volume, quoi. Le volume. J'ai bossé, je me suis rapproché d'un ingénieur de la boîte qui m'a formé, qui m'a expliqué. Oui, parce qu'on sent que vous êtes assez technique là quand même. Alors, oui et non. Mais en tout cas là, j'avais vraiment besoin de comprendre. Et
c'était un jeune, il était brillant, et il m'a formé, il m'a appris. Et du coup, je suis allé sur le terrain, je me sentais plus sûr. Et du coup, j'ai gagné des clients et j'en ai vraiment gagné beaucoup. Ça a fait tache d'huile. Bon, c'était un marché qui était ultra concurrentiel. Mais voilà, j'ai su gagner des deals. Et il y a un souvenir aussi assez chouette, c'est qu'un jour, on reçoit une demande. Parce qu'on faisait vous savez, on faisait ces emballages multicolores, par exemple de la Danette vanille chocolat, où vous avez le pot qui est à la fois en marron et à la fois en jaune couleur vanille. C'était assez unique. Et un jour, on reçoit une demande de General Mills aux États-Unis, à Minneapolis, filiale du groupe, auquel appartenait Yoplait, qui nous envoie une demande pour une cotation. Et cette cotation, elle arrive au fax, c'était les années 95-96. Je récupère ce fax, et il y avait le DIRCO, il y a le directeur commercial et tout, et je dis, je m'en occupe. Est-ce que je peux m'en occuper? C'était pas ma zone, moi j'avais la France, et je dis, est-ce que je peux m'en occuper? Il me dit, bah, ok, occupe-t'en. Et je me bats, je fais ma cotation, je fais mon offre, je suis convoqué à Minneapolis, donc je pars à Minneapolis, premier voyage de démarrage de carrière internationale. Je flippe, mais à un point incroyable, et un deuxième voyage, je gagne ce deal énorme, où ça a été des containers et des containers par bateau qui sont partis aux États-Unis. L'usine était à Resson, on avait une usine de produits simples à Resson, et on gagne ce deal. Bref, donc un succès assez fou. Et au bout de 2 ans, je me dis, il faut que je passe à autre chose. Et je rentre chez Kiss. Alors en tant que commercial. Mais là, l'histoire elle est un peu complexe et il faut revenir dessus. C'est qu'en fait, moi, j'ai connu le fils du patron de Kiss quand j'étais dans le bac à sable. Ma mère est allemande, sa femme était allemande. Et on jouait dans le bac à sable. Et un jour, la maman a appelé son fils en allemand. Ma mère a dit, ah, vous êtes allemande. Elles étaient toutes les deux à Grenoble. Ma mère, voilà, donc expatriée, on va dire. Elles sont devenues copines. Et moi, je suis devenu copain avec le fils du fondateur de Kiss. Mais j'avais jamais réellement voulu rentrer travailler chez Kiss parce que je connaissais la réputation, une entreprise très difficile, particulièrement hard. Mais en revanche, le modèle de réussite de Kiss a toujours été, quand j'étais tout petit, un modèle incroyable de la réussite entrepreneuriale. C'était les années 80, les années tapis, les années où l'entreprise commençait à être connue du grand public. Et ce modèle m'impressionne, mais je ne souhaite pas y rentrer tout de suite après mes études. Je me dis, il faut que j'aille faire mes armes après ailleurs. Et en fait, je les ai faites dans cette boîte d'emballage chez Cedap. Et Stéphane, le fils de mon futur patron, m'appelle et il me dit pourquoi tu ne rentres pas chez mon père Junior? Attends, arrête, t'es dingue. Mais si, mais tu devrais y aller. Toi qui adores l'entreprise, ça fait des années que tu connais, pourquoi tu n'y vas pas? Donc je postule et j'ai fait un entretien d'embauche, etc. Bon, il me prend. Et comme c'est vraiment quelqu'un qui était extrêmement exigeant, très difficile, il était inimaginable pour lui que je puisse avoir un traitement de faveur quelconque. Donc on m'a fait mener les 7 travaux d'Hercule, quoi. Oui, limite, il était plus dur avec vous par peur que ça soit de manque d'exemplarité, quoi. C'est une demande d'exemplarité, il a une exigence très forte vis-à-vis de tout le monde, et il n'y avait pas de cas particulier. Et donc, en gros, il m'a fait démarrer, il m'a dit, ben voilà, tu vas aller vendre des cabines photo d'identité à des magasins type Super U. Vous savez, dans les villes de province, il y a là où j'habitais, des Super Mu, des Super U, où il y a des laveries, des cabines, etc. Donc il m'a fait faire ça. Et je devais en vendre 2 en 1 mois. Bon. Et la réalité, j'en vends 1. Il y a une réunion commerciale. Et on est en pleine réunion commerciale. Il arrive. Il y a les vendeurs. Combien vous avez vendu? Tac. Series 1. Et là, je vous jure que c'est la vérité. L'assistante commerciale arrive. Elle dit, on vient de recevoir un coup de fil du Super U de, je ne sais plus où, Annecy. Ils veulent que Nicolas revienne. Ils ont réfléchi, qu'on ferme la cabine. Et là, ils mettent 2. Le coup de bol magistral. Enfin. Et là, truc magique. Et là, il me dit, bon, ben, demain, tu pars en Angleterre.
et maintenant tu vas aller vendre des mini-labs aux pharmaciens à Londres. Parce qu'à Londres, la photo était tenue par les pharmaciens, qui étaient un peu... Vous savez, en Angleterre, les pharmaciens, alors la chaîne principale, c'est Boots, mais sinon, ce sont des pharmacies qui ressemblent un peu à des Monoprix, où il y a la pharmacie au fond. Drugstore, ils vendent plein de choses, et c'était eux qui faisaient la photo. Donc c'était tenu par des Indiens, ils s'appelaient tous Monsieur Patel ou Monsieur Shah, et il me dit, bon ben voilà, tu vas démarrer ça. Je dis, non mais demain, je peux pas... Bon, bref, je suis parti le surlendemain, et là on me dit, c'était le mois d'août, je me rappelle, août, septembre, octobre, tu me dis, tu vas vendre une première machine le premier mois, 2 machines le deuxième mois, 3 machines le troisième mois. Bon, le mois d'août se passe, j'en vends pas une. Alors je me forme, j'apprenais mes argumentaires par cœur en anglais. En plus, j'étais pas super bon en anglais, donc j'apprenais tout le pitch en anglais. Je me faisais former par un gars, donc il fallait à la fois connaître la techno, apprendre l'argumentaire, parler en anglais, être capable de répondre aux objections, se balader dans Londres en bagnole. Il n'y avait pas Google Maps à l'époque, donc on avait un bouquin qui s'appelait le A to Z. Donc c'était le bouquin des rues. J'avais aucun fichier qui me disait les pharmacies c'est là, donc il fallait que je me fasse ça à la mano, dans ma bagnole, en roulant à l'envers. Et... On n'y pense pas, mais quand même. On n'y pense pas, mais quand même, avec le plan, etc. Et là, je me bats. Et puis, premier mois, j'en vends pas. Au bout de la 7e semaine, là, j'en vends une. Je me dis, bon, j'en ai quand même 1, 3, 5 à vendre, ça va être la galère. Et en fait, derrière, j'ai eu le déclic et ça a marché et j'en ai vendu 10. Et en fait, j'ai battu tous les records de vente de ces machines en Angleterre, dans toutes les équipes de vente, etc. Donc, j'avais vraiment réussi la mission. Je suis allé finalement jusqu'à Noël et à Noël, il m'a fait rentrer. Et là, il m'a dit, maintenant, il faut s'occuper de l'administration des ventes et ports. Je voudrais que tu restructures ce service, etc. Mais j'avais 26 ans, 25 ans. Voilà. Assez rapidement. Exactement. Et puis après, il me dit, voilà, tu vas t'occuper du marketing. Donc je me suis occupé du marketing. Et puis le pompon, c'est à 29 ans. Donc j'avais... Vous êtes passé, je me permets de vous interrompre, d'un poste à un autre parce que en gros, il voyait que vous étiez bon, vous arriviez, bam, il vous faisait... Voilà, il y avait un problème. Il élargissait, quoi. Il y avait un problème, il me disait, allez, je te prends, puis je te mets un autre problème. Donc le marketing me fait connaître la R&D. C'était une entreprise qui concevait et qui fabriquait des machines pour développer les photos, des machines de distribution automatique. Donc il y avait 80 ingénieurs, un service d'industrialisation. Derrière, on fabriquait nos machines, on sous-traitait les machines, etc. Et en fait, le marketing me fait découvrir les équipes de la R&D. Et parce que pour faire une bonne brochure et pour faire un bon argumentaire pour les équipes de vente, il fallait se nourrir de la technique de par les équipes de la R&D. Bon, 2 ans après, il me demande de prendre la direction de la R&D. J'ai 29 ans. Moi, j'avais fait une école de commerce. Je n'avais aucun background technique. Je me retrouve à diriger ces 80 personnes. Et en fait, lui, son objectif, c'était de dire, il faut que Nicolas, qui a une culture business, fasse transmettre cette culture business aux gens de la R&D pour que les produits qu'on développe répondent vraiment aux enjeux du marché, du business, etc. Donc en fait, eux apportaient toute la techno, j'avais rien à leur apporter. Je n'avais rien à leur apporter sur le plan technique. En revanche, je leur apportais la vision de ce dont on avait besoin et comment la machine pourrait... les caractéristiques dont elle pourrait avoir besoin. Assez visionnaire, en fait, de mettre finalement du marketing, du commercial à la tête de la R&D pour que la R&D soit pas... Parce que ça arrive parfois, justement, que la technique, en fait, s'emballe elle-même et qu'elle fasse de la technique pour faire de la technique. Alors que là, il y avait un besoin, quoi. Exactement. Et donc, du coup, là, ça se passe bien. Bon, je vous raconte pas, au début de cette prise de poste, vous avez quand même des ingénieurs qui voient débarquer un jeune homme de 29 ans qui n'y connaît rien. Ils savent que je connais plus ou moins le boss, etc. Comment vous avez réussi à creuser votre légitimité ? Alors, j'ai eu la chance qu'on me propose de faire venir un coach. Et donc, il y a un coach qui m'a accompagné
et qui a dès le départ dit on va partir faire un séminaire avec les équipes clés, tous les chefs de projet, les directeurs de services informatiques, électroniques, mécaniques, etc., les patrons de services, et on va partir ensemble faire un séminaire. On est parti faire un séminaire à Cassis, et il a démarré le séminaire le matin en disant voilà, il s'est mis à côté de moi, il a dit messieurs, dames, vous allez vous mettre en arc de cercle, ceux qui ont confiance en Nicolas pour diriger la R&D, vous vous mettez de ce côté de l'arc de cercle. Ceux qui n'ont pas confiance, vous vous mettez de l'autre côté. L'enfer. Mais il y a eu des gens qui ont eu le courage, oui bien sûr, et c'est bien, mais c'était top, qui ont eu le courage de se mettre du côté où vous n'avez pas confiance. Et en fait, ça a été la base. Et ensuite, il a fait un truc, ce coach, en plus il est devenu un ami après, il nous a fait faire de l'escalade à Cassis. Et en fait, le principe, c'était qu'on n'avait pas de formation à l'escalade, et on s'est mis à faire de l'escalade. La seule solution pour arriver en haut, il fallait qu'on s'aide. Il fallait qu'on s'entraide. Et on l'a vécu profondément. Enfin, il fallait mettre les mains sous les fesses du gars pour l'aider à se soulever, parce qu'il n'arrivait pas... Bon, ça crée des liens. Et du coup, derrière, on a vécu un truc tellement fort pendant ce week-end, que quand on est revenu le lundi, une forme de connivence, de respect s'était créé, et on a pu commencer à bosser avec nos forces, nos faiblesses, nos qualités, nos défauts respectifs. Et ça a été plutôt sympa. Anecdote géniale. Anecdote sympa. Puis après, on m'a nommé directeur des grands comptes, parce qu'en fait, à la R&D, on faisait des deals pour des clients, on faisait des machines, puis on les vendait à des clients. Donc à un moment donné, je suis passé à la R&D à aller négocier, parler avec les clients. Et donc, on me dit de prendre la direction des grands comptes. Et là, je deviens directeur des grands comptes, donc je m'occupe notamment de Kodak. Puis, je deviens directeur commercial, parce qu'on fait des deals, des gros deals, ça marche, on me nomme directeur commercial. Donc là, je chapeaute toutes les équipes commerciales de Kiss, donc monde international. Donc, je passais ma vie à l'étranger. Donc, on a dit énormément en Chine, aux États-Unis, à Taïwan, en Thaïlande, enfin bref, je suis allé dans le monde entier pour promouvoir nos produits, vendre nos produits. Et ça m'a amené à avoir des résultats vraiment, enfin, des bons résultats, et on m'a nommé directeur général de Kiss. Donc vous êtes arrivé à la tête de Kiss après combien d'années quand 11 même ans. 11 ans, c'est ça, donc vous ne l'avez pas volé malgré tout. Non, je ne l'ai pas volé. J'ai eu plusieurs années de suite, et à un moment donné, je prends la direction générale de Kiss. Mais là, badaboum, si je ne me trompe pas, c'est les années difficiles. Pas tout de suite, c'est-à-dire que on sent que c'est quand même le moment qui est très compliqué, et j'ai la chance, j'avais un rêve, du temps où je dirigeais la R&D, le commerce, les comptes clés, la direction commerciale, c'était de faire un deal aux États-Unis, un gros deal aux États-Unis. Et on vendait nos fameux mini-labs dans des pharmacies, et aux États-Unis, c'était le paroxysme. Il y a des grandes chaînes comme CVS Pharmacy, Walgreens, Rite Aid, qui sont des grandes chaînes de pharmacies. Et sur un salon à la qui s'appelait la PMA, la Photo Marketing Association, qui était à Las Vegas, je vais sur le stand, je prends rendez-vous avec CVS sur leur stand, ils devaient avoir un stand, parce qu'ils étaient quand même un des très gros acteurs de la photo, développement 1 heure. Je trouve l'acheteur, enfin je trouve le responsable de la catégorie, je lui dis je souhaiterais vraiment avoir un rendez-vous avec l'acheteur, et j'attrape un rendez-vous il m'organise un rendez-vous avec l'acheteur. Et je retourne aux États-Unis, à Boston, où ils étaient basés, et à force de rendez-vous, de meetings, toutes les 3 semaines, j'allais à Boston pour voir ce client, faire des propositions, adapter les machines. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Ah non, ça a été le plus gros deal de ma vie, et ça a été le plus difficile et le plus long. Mais à un moment donné, je vous passe tous les épisodes, j'arrivais le soir, je volais de Londres à Boston, parce que je passais par Londres. J'arrivais à Boston à 5h. Je retrouvais ce gars-là à 19h au resto. On avait nos discussions, et le lendemain, on se retrouvait au bureau, au siège de CVS. Et c'était toujours le même rituel. Poser des questions, on sympathisait. C'était des enjeux colossaux pour eux. Bon, pour nous, c'était juste gigantesque, mais pour eux, c'était aussi très important. Ils avaient un fournisseur qui était le fournisseur historique, qui s'appelait Noritsu, qui était le fournisseur affilié à Kodak, qui était un très gros fournisseur.
Et à force d'échanges, au restaurant, le soir, il était arrivé, il avait une petite fiche avec une dizaine de questions. Il me pose les différentes questions. On n'avait pas encore commandé à manger. Et à la 10e question, où j'avais répondu, il me dit « The deal is done ». Et il me serre la main, il me dit « The deal is done ». Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Et je lui dis « Mais demain, on a le rendez-vous. Il va y avoir aussi la patronne. » Il me dit « C'est une question de principe. De toute façon, si elle ne valide pas le deal, je donnerai ma démission. » Enfin, c'était pour dire j'ai l'autonomie, la responsabilité du truc, etc. Non mais je rentre, on termine le repas, je rentre me coucher, mais il fallait que j'appelle mon patron, que je raconte ce truc. C'est énorme, hein, ça s'est traduit par 80 millions de dollars, ça a été 2000 ou 2500 mini-labs qui ont été développés, qui ont été fabriqués et livrés, c'était absolument gigantesque. Et donc ça a été concomitamment à mon poste de directeur général de KISS, mais effectivement, en 2006, un de nos très gros clients, c'était Kodak. Et Kodak prend la décision d'arrêter, mais en 48 heures, de nous acheter du matériel parce qu'ils prennent la décision d'arrêter la commercialisation de machines pour le développement des photos. Et donc, sans crier gare, tu as une décision qui a été prise en 48 heures à l'américaine. Et nous, on reçoit un message, c'est terminé, il n'y a plus de commandes, les commandes, c'est terminé, etc. Donc, on comprend les conséquences que ça a, parce que c'était un volant d'affaires récurrent, et je suis amené à faire la première restructuration de KISS, puisque le marché s'effondre. Mais là, moi, j'ai vécu un truc que je ne souhaite à personne, qui est la disparition d'un marché. C'est-à-dire... on passe d'un modèle qui était la photo papier par la conjonction de deux facteurs qui sont le numérique et la transmission des données à plus de photos papier. Mais il y avait 6 à 7 000 photographes en France. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, quasiment plus. Donc c'est un métier qui a disparu. Et donc là, j'ai dû faire cette première restructuration et expliquer les choses aux gens. Ce que je trouve assez dingue dans votre parcours, Nicolas, c'est qu'en fait, tout ce que vous m'avez raconté précédemment, c'était du développement, c'était de la vente, c'était du commerce. Et on sent que vous éclatiez, que vous étiez bon. Et là, c'est comme si vous passiez sur l'extrême inverse. On passe de comment générer un maximum de chiffre d'affaires à comment boucher les trous. Et malheureusement aussi se séparer probablement de pas mal de monde parce que les trous sont quand même là. Vous, au niveau du mindset, de l'état d'esprit, ce que j'aimerais comprendre, c'est quand on est en plus un jeune homme que, alors certes, il y avait un patron, mais enfin, vous étiez quand même assez responsabilisé d'après ce que je vois. Comment est-ce que vous avez géré mentalement le switch qui était quand même, j'imagine, énorme? Eh bien, en fait, c'était ma mission, c'était mon job. C'était ma responsabilité. Et on peut pas fuir devant ses responsabilités. C'est-à-dire que, certes, moi, ce qui me plaît, et ça me plaît toujours, c'est le développement, comme vous l'avez dit. C'est ça qui m'amuse, c'est rencontrer des nouvelles personnes, c'est développer des business, c'est faire des affaires, avoir des clients avec qui, derrière, on développe des relations, parce que je suis aussi convaincu qu'une relation de business, c'est aussi le développement d'une relation personnelle entre différentes personnes. Mais quand ça arrive, on ne peut pas dire salut, on va mettre quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, en fait, je fais une analogie avec ce qui m'est arrivé. J'ai dû le faire 4 fois dans ma carrière professionnelle. Oui. Pour quelqu'un qui est plutôt doué en développement, c'est fou. C'est ça. Et je souhaite... La seule chose que je souhaite, c'est pas avoir à le refaire. Si je dois le refaire, je le referai. C'était une question que je voulais poser. Si finalement, je suis pas sûre qu'on puisse prendre du plaisir, mais en tout cas que vous aviez une telle expertise maintenant dans le domaine. Je voudrais jamais qu'un chasseur de tête m'appelle pour me dire j'ai des restructurations. Venez, je lui dirais vous rêvez ou quoi? Je suis pas. C'est pas votre truc. Non, pas du tout. Moi, je le fais que si c'est la conséquence d'un truc que je gère ou que je dirige ou qui se passe. Mais je vais pas aller devenir je ne sais pas comment on dit. Restructurateur professionnel. Ouais. C'est pas du tout. Je n'y prends absolument aucun plaisir. Et en revanche, je considère que j'assume. Et l'analogie que je fais, c'est pour moi quelqu'un qui est dans un SAMU.
son job, c'est, quand il y a un accident grave, c'est de s'occuper des gens et il ne faut pas trop réfléchir. Il fait son job et il tente de sauver la personne et de la ramener à l'hôpital. Et donc moi, quand il y a une grosse galère, je suis là et je fais le boulot et je gère le... Alors, j'aimerais rentrer un tout petit peu plus, si vous l'acceptez, dans le détail de justement qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui, malheureusement, à un moment, vont avoir besoin de gérer ça. Peut-être moi-même, j'en sais rien. Et donc, en fait, je voulais savoir, est-ce que vous pourriez me décrire l'une des 4 occurrences concrètement, qu'est-ce que vous avez fait, peut-être la plus réussie quelles sont les grandes étapes combien de temps ça prend enfin, concrètement, à partir du moment où on commence à sentir fort qu'il y a un vrai souci, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'utiliserai pas le terme la plus réussie parce qu'il y a des gens qui ont vécu ça, ces restructurations, et qui considèrent qu'ils en ont été ils en ont subi les conséquences. Donc, dans ces expériences-là, je peux en prendre une chez Zeiss. Je rentre chez Zeiss en 2010, groupe allemand spécialisé en optique de précision, une très très grosse entreprise qui a plein de métiers, toujours autour de l'optique. On fabrique des optiques pour le semi-conducteur, on fait des microscopes, on fait du matériel de métrologie, on fait du matériel médical pour les ophtalmologistes. Tous les grands CHU sont équipés de nos matériels, etc. Et on a une activité dans le domaine du verre de lunettes. Et cette activité, elle était toute petite. Et en 2005, je n'étais pas encore dans l'entreprise, Zeiss rachète un très gros concurrent qui s'appelait Sola et devient un acteur un peu plus important de ce business. Xavier Fontanet, dans un podcast précédent, en parle. Et donc moi, je prends la direction de Zeiss en 2010. Pour tout vous dire, j'imaginais que c'était un fleuron de l'industrie. Alors, c'était un fleuron de l'industrie allemande, mais j'imaginais qu'en France, c'était la même chose. Et en fait, pas vraiment. On a, sur 100% de notre business, on a 2/3 du business qui sont dans les mains de deux gros clients. Le groupe Grand Vision, Général d'Optique et Grand Optical, et Afflelou. 2/3. Et le reste, c'est tout. Le dernier tiers, c'est tous les opticiens, Atoll, Optique 2000, etc. Et on avait un deal historique avec le groupe Grand Vision. On leur avait acheté une usine et on était leur fournisseur. Un deal de 7 ans. Moi, je rentre en 2010 et en 2011, le groupe Grand Vision nous dit c'est la fin du deal, on refait un appel d'offres. Et là, nous, on le perd parce qu'on a un concurrent beaucoup plus compétitif que nous. Et du coup, on perd tout ça. Et ce concurrent en profite aussi pour faire des offres au groupe Afflelou. Du coup, du jour au lendemain, oui, en quelques mois, on perd 2/3 du chiffre d'affaires. On faisait 90 millions d'euros, on se retrouve à 30 millions d'euros. Donc, il faut restructurer. Oui, là, c'est pas un air, là, c'est factuel, quoi. C'est factuel. Et en fait, c'est pour ça que je vous disais que ça, je sais faire. C'est pas une restructuration boursière, c'est pas un truc pour augmenter le cours de la bourse, etc. C'est ma culture entrepreneuriale historique de ce que mon père a vécu. À un moment donné, il faut restructurer, il faut réorganiser. C'est comme ça, c'est la vie des affaires. Et donc, ce qu'il faut faire, pour revenir à la question, c'est qu'il faut profondément préparer et expliquer le contexte. Quel est notre marché? Qu'est-ce qui s'est passé sur ce marché? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour ne pas en arriver là? Mais est-ce qu'on aurait pu le faire? Etc. Donc il faut vraiment se poser toutes ces questions. Parce qu'à un moment donné, il va falloir parler au personnel. Il va falloir parler aux gens. Il va falloir parler à la presse. Il va falloir parler à des parties prenantes, le sous-préfet, le préfet. Les actionnaires. Les actionnaires. Vous avez raison en premier lieu. Alors, les actionnaires. Donc clairement, il faut expliquer à tous. Il faut expliquer, en fait, à une multitude de personnes les choses. Si vous ne préparez pas ça correctement, eh bien, vous vous plantez. Ça part de là.
Donc il faut profondément travailler le dossier, dans le détail, tout expliquer. Ensuite, il faut aller expliquer les choses et clairement, et dire les choses. Ma profonde conviction, c'est qu'il faut dire les choses, assumer. Moi, je me suis retrouvé au milieu de l'usine à expliquer il y a beaucoup de femmes, des ouvrières, que nous devions restructurer, que nous n'allions plus pouvoir continuer cette activité et que ça allait se traduire par des départs, etc. Et il faut le dire aux gens. Il ne faut pas essayer de cacher. Non, il ne faut pas fuir, il faut le dire, il faut l'assumer. Alors évidemment, les réactions vont être différentes. Il y a des gens pour qui c'est dramatique de perdre leur job. Mais il faut l'assumer. Et ensuite, il faut expliquer. Ensuite, il faut être super bien entouré. Dans les différents cas, j'ai toujours eu un super DRH avec qui on a travaillé en commun. On s'est entouré aussi d'avocats, on s'est entouré de spécialistes de ce genre de sujet. Systématiquement, et si demain je le refaisais, je me réentourerais de la même manière. Parce que c'est fondamental. D'abord, il y a plein de règles à connaître, il y a plein de processus à suivre, d'informations à faire auprès des instituts, comment on appelle ça, des parties prenantes, les CSE, délégués. Enfin, il n'y a plus, mais avant, c'était délégués du personnel, etc. Bon, maintenant, le Conseil social et économique. Donc, il faut expliquer toutes ces choses-là. Et puis après, il faut mettre en œuvre. Il faut mettre en œuvre les choses. Après, voilà, je ne vous le souhaite pas. Je le souhaite à personne. Mais en tout cas, voilà, il faut le... Est-ce que vous pouvez me parler d'une des décisions ou d'une des actions les plus difficiles, l'un des challenges les plus difficiles que vous ayez eu à mener dans le cadre d'une de ces restructurations ? En fait, globalement, vous analysez cette situation, vous vous dites, bon ben voilà, maintenant on est sur l'os, on doit vraiment restructurer le mieux possible, mais il faut aussi savoir garder de la ressource, sinon votre boîte elle meurt. Donc c'est cette capacité à identifier des personnes clés avec qui vous allez redémarrer et essayer de sanctuariser, ce qui est compliqué à expliquer, sanctuariser certaines fonctions, notamment les fonctions vente, les fonctions marketing. Oui, il peut y avoir un sentiment d'injustice. Oui, il y a un sentiment d'injustice, mais il faut l'expliquer. C'est-à-dire que, certes, il y a 150 personnes qui s'en vont, mais il y en a 200 qui restent. Ces 200 qui restent, si on ne veut pas que demain, elles se retrouvent également à partir, parce que c'est la chute infernale, eh bien, il faut qu'on reparte. Et donc là, il faut garder un certain nombre de personnes clés, et après, il faut trouver des axes de développement, trouver des pistes qui nous permettent de rebondir. Et nous, chez Zeiss, ce qui nous a fait rebondir, c'est qu'on a compris en 2014 que dans notre marché du verre de lunettes, qui est un marché qui est en partie financé par les mutuelles, que ces mutuelles étaient en train de s'organiser en réseaux de soins, donc des réseaux qui permettaient, qui créent des réseaux d'opticiens et qui, pour le compte de leurs actionnaires, qui sont les mutuelles, les assureurs, les instituts de prévoyance, allaient renforcer leurs relations avec les fabricants. Et donc là, on est devenu fournisseur référencé de plusieurs réseaux de soins, et grâce à ces référencements, on a pu aller gagner des nouvelles parts de marché, et c'est une success story, puisque on est passé d'un chiffre d'affaires donc de 30 millions à aujourd'hui plus de 120 millions sur cette division. C'est incroyable, hein. En combien de temps ? En 7 ans. Et sur un marché qui est très concurrentiel, ouais. et qui est comme on parle bien Xavier Fontanet, et qui est ultra dominé. Donc on a vraiment développé nos parts de marché, et c'était une assez grande réussite. Je voulais revenir sur des points un tout petit peu plus personnels, alors peut-être justement dans le cas de ce qui s'est passé avec Zeiss, mais
pour revenir un peu sur ces histoires d'émotions, etc., je trouve quand même qu'en tant que dirigeant d'entreprise, c'est extrêmement difficile ce qui vous est arrivé à 4 reprises. Et donc, je voulais savoir si vous aviez mis en place, vous, pour vous prémunir un peu psychologiquement, si je puis dire, quelques petits trucs que vous pourriez nous partager, parce que qu'on soit en redressement ou pas, ou en restructuration, quand on est entrepreneur ou même salarié, sincèrement, des moments difficiles, on en a tous. Avec un collaborateur qu'on n'aime pas, un patron qui est chiant, avec... Enfin voilà, on a tous nos problèmes. Et donc, vous qui avez vécu un cas très extrême, qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas vous faire trop affecter et pour réussir justement à garder la tête froide? Parce qu'en fait, ce que je trouve assez incroyable dans ce que vous nous racontez, c'est que vous perdez quand même pas de vue le développement derrière qui va revenir, mais vous faites passer les messages avec humanité, d'après ce que je comprends. Oui, j'avais le CEO du groupe Zeiss, donc m'avait convoqué, donc le très très grand patron, en amont de cette restructuration, et il me dit pour que tu puisses mener le développement, je te propose de mettre une équipe pour s'occuper de la restructuration. Et je le regarde, je lui dis c'est une blague, c'est hors de question. Je ne pourrais pas me regarder dans la glace et je serais incapable de faire ce développement si je ne m'occupe pas de gérer cette réorganisation et cette restructuration, parce que c'est avec mon équipe qu'on va restructurer et repartir. Et j'adore, c'est pour ça que j'adore le livre de Xavier Fontanet, Conquérir le monde, avec son équipe, parce que à mon humble niveau, on n'a pas conquis le monde, mais on a redressé Ça la faire passer France 30 millions à 200 en 7 on ans, a c'est pas mal. développé, et ça s'est fait avec une équipe extraordinaire. Et donc en fait, je pense qu'un des axes, c'est, on dit toujours, la solitude du patron, du chef d'entreprise qui in fine est responsable, et je pense qu'il faut savoir tisser dans son entreprise des relations et des réseaux qui sont forts. Moi, je suis aujourd'hui à un stade de ma carrière où je considère que dans l'entreprise, même à mon niveau, je dois avoir des alliés, je dois avoir des relais et je dois avoir des gens en qui j'ai une totale confiance. Et la loyauté est une des valeurs absolument clés et essentielles dans ma relation avec les gens. Et d'ailleurs, mes plus grands drames, ça m'est arrivé une fois où j'ai eu quelqu'un qui a fait preuve d'un manque de loyauté, et là, ça, c'est horrible. Parce qu'après, on peut avoir des gens qui s'en font, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Mais quelqu'un qui n'est pas loyal, c'est affreux. Et donc, du coup, il faut aussi pouvoir avoir des relations avec des personnes et se sentir plus fort ensemble. Parce que c'est quand même, quand on restructure des boîtes de cette taille, on ne le fait pas tout seul. On le fait avec une équipe. Donc, comme ça, on peut en parler. Quand on est le PDG, le président ou le DG, on en a la responsabilité in fine, mais on travaille avec une équipe. Donc je pense que ça, c'est très important, savoir s'entourer, avoir des gens très compétents autour de soi pour pouvoir travailler sur les différents axes. Et c'est également aussi, quand il y a des difficultés plus spécifiques, de savoir faire de la triangulation. Ça, c'est quelque chose de très important. Par exemple, on a un problème... tous les deux, on connaît une tierce personne qui nous connaît tous les deux et on peut arriver à faire passer des messages. Et ça peut faire revenir les gens dans le jeu. Donc, de temps en temps, c'est aussi ce genre de choses qui peuvent aider. Mais encore une fois, moi, moi j'assume. C'est une de mes qualité. Alors, je ne vous dis pas que ça ne me tord pas le ventre, que ça ne va pas me stresser, etc. Mais au final, j'assume. Une belle qualité. Pour continuer à titre plus personnel, vous avez beaucoup évoqué les déplacements que vous faisiez et je crois savoir que dans le cadre de Zeiss aussi, vous en faites énormément. Et du coup, je voulais savoir qu'entre les déplacements, les coups durs, les décisions qui font mal, enfin bref, votre vie ne doit pas être de tout repos tous les jours. Est-ce que vous avez réussi ou vous avez choisi de mettre, ou pas d'ailleurs, en place un espèce de cadre de vie qui vous permette de tenir le coup? Parce que justement, quand j'en avais parlé avec Xavier, clairement, l'un des points qui revenait, c'était la difficulté de tenir le coup dans le temps. Et vous, mine de rien, ça fait aussi un certain temps maintenant que vous exercez des fonctions très élevées dans des grandes entreprises, avec toutes les responsabilités que ça comporte. Donc je voulais savoir si vous aviez je sais pas, certaines règles de vie, on va dire d'hygiène de vie, qui font que vous arrivez à être encore, d'après ce que je vois, en bonne santé. Oui, alors j'ai beaucoup voyagé dans ma période de KISS.
où là, c'était énorme, c'était too much, et c'était un peu dans ce que décrivait Xavier Fontanet, c'est-à-dire je faisais 3 tours du monde par an. Donc, en partant, je me rappelle de Lyon, Francfort, Shanghai, Tokyo, j'allais en Californie. De Californie, j'allais à Dallas où on avait un truc, j'allais à New York, je rentrais. Et je faisais 3 fois dans l'année, avec en plus en Asie, de temps en temps, je me faisais la Corée, Taïwan, la Corée, Bangkok, Hong Kong, Singapour, donc des trucs de fou. Donc là, effectivement, vous ne savez plus où vous habitez. Alors on devient des experts, on connaît les meilleurs sièges dans les avions, on voyage en bagage cabine parce que de toute façon, vu le nombre de correspondances, c'est inimaginable de le mettre en soute. Donc cette espèce de vie complètement délirante dans les avions, c'est un peu hard. Alors il faut faire du sport, faut essayer d'avoir des activités. Donc je fais du sport. Chez Zai, je voyage beaucoup moins parce qu'aujourd'hui j'ai une fonction France, donc j'ai des déplacements en France. C'est sans commune mesure. Donc c'était vraiment dans cette ancienne vie du temps de Kiss. Et une des raisons aussi qui a fait que j'ai voulu à un moment donné changer et pas embrayer sur un poste international comme j'avais, mais avoir un poste en France, c'était justement parce que je n'en pouvais plus. Exactement ce qu'a décrit Xavier Fontanet. Je n'en pouvais plus. J'étais cuit. Ça me donnait ça me dire qu'il fallait que je reparte comme ça me donnait effectivement de l'urticaire. Donc après, oui, j'ai la chance, j'ai énormément de chance, je fais du ski régulièrement, je suis grenoblois, j'ai la possibilité d'aller très régulièrement faire du ski à l'Alpe d'Huez en hiver, je nage, j'ai une salle de sport où je vais faire de l'exercice, je me balade dans Paris en vélo. Là aujourd'hui je suis venu en scooter parce qu'ils annonçaient de la pluie, mais sinon je me balade en vélo, donc je fais de l'exercice. Donc j'essaye effectivement d'avoir cet équilibre pour pouvoir rester en forme. Parfait. Pour terminer, Nicolas, j'aimerais assez vous faire passer par mon petit crible, qui sont donc aussi des questions personnelles. La première, on a un peu répondu, mais j'ai pas eu le dernier mot de cette histoire. Est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec? Et les enseignements que vous en avez tirés? Alors, un grand échec, je ne sais pas. J'ai vécu des mésaventures professionnelles qui se sont traduites par des réorganisations. Mais en termes d'échec, c'est pas forcément un vrai échec, mais c'est peut-être un regret. C'est que je pense que j'aurais dû partir de Kiss 2 ou 3 années plus tôt. Et ça, c'est quelque chose où je me dis, j'aurais dû faire différemment. Parce qu'en fait, je pense que j'étais dans cette relation avec le président, le fondateur de Kiss, qui faisait que Pardon ? Exactement, de loyauté, mais qui devenait aussi une relation où j'étais un peu sous emprise. Et du coup, j'ai manqué de courage à ce moment-là, parce qu'à un moment, j'aurais dû dire, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire, etc. Maintenant, je vais voir ailleurs. Et là, ça, c'est peut-être c'est pas complètement un échec, mais en tout cas, c'est un regret, et c'est quelque chose où j'aurais pu sans doute partir 2 ans plus tôt et faire autre chose. Alors, vous me grillez un peu ma deuxième question parce que j'allais vous demander s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que vous referiez différemment, mais ça peut être sur un autre sujet, dans la vie personnelle aussi, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a une autre réponse que vous pourriez faire à cette question? Non, parce que vraiment, je pense qu'un des points, c'est ça. C'est-à-dire que dans cette carrière, j'ai su partir de ma première expérience. J'ai fait 15 ans chez Kiss. Voilà, j'aurais sans doute dû en faire 2 ans de moins. Et embrayer. Et voilà. Et là, c'est vraiment ça qui fait que, en y réfléchissant, c'est sans doute l'endroit où j'ai pas pris le bon chemin. Après, bon, au final, ça va. Et c'est ça, j'allais dire, pas un regret terrible non plus. C'est pas dramatique. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné, qui vous a marqué? Alors, c'est un conseil qui est un peu aujourd'hui controversé. Mais je me rappelle un de mes anciens patrons que je venais voir en lui disant voilà, j'expérimentais des soucis avec des collaborateurs, et un jour il m'avait dit mais écoute Nicolas, si cette personne passe son temps à te poser des problèmes, pose-toi la question si c'est pas lui le problème. Alors, et c'est vrai que ça m'avait marqué parce que je m'étais dit mais
Enfin, c'est vrai, on a quand même aujourd'hui, quand on drive des gens, notre job, c'est de les aider, c'est de les sponsoriser, c'est de les coacher, c'est de les orienter. Mais on ne peut pas être le récipiendaire permanent de problèmes, de sujets. Il faut qu'ils nous apportent aussi des pistes. Oui, il y a quand même aussi juste des mauvais collaborateurs qui ne sont pas faits pour le job, quoi. Exactement. Et cette phrase de cet ancien patron il s'appelait Jacques Claverie, et il était directeur général de KISS quand j'étais, je pense, à la R&D. Et il m'avait dit ça. Et ça m'avait marqué. Ça vous avait libéré. Est-ce qu'il y a une citation, une maxime, des mots de sagesse qui vous parlent particulièrement et que vous pourriez partager avec nous? Oui, ça c'est également une phrase que m'avait donnée mon dernier patron chez KISS, qui m'avait dit un jour, en parlant on avait eu une idée et ça s'avait foiré, et il m'avait dit, c'était son entraîneur de rugby qui lui disait ça: idée bonne, réalisation moyenne et résultat nul. Et en fait, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour nous les dirigeants d'entreprise. Quand on a une idée qui arrive, eh bien, en fait, si on la décortique pas, on la travaille pas de façon forte, on ne l'analyse pas dans les moindres détails, et donc du coup, on ne la met pas en œuvre en se donnant tous les moyens, la réalisation sera moyenne et le résultat sera nul, et en fait, on aura perdu énormément de temps. Et donc, de temps en temps, au bureau, quand on a des idées et qu'on ne fait pas suffisamment correctement le boulot, ouais, une bonne idée seule, ça ne sert pas à grand-chose. Une bonne idée seule, ça ne sert pas à grand-chose. Super. Encore une question que j'aime bien, c'est: est-ce que vous avez une croyance qui est en fait controversée? Ce que je veux dire par là, c'est une idée reçue à l'échelle de la France, du monde, peu importe, et vous constatez qu'en fait, vous n'êtes plutôt pas d'accord avec ça. Si moi j'ai une croyance, c'est que je pense que... Je vous donne quelques exemples qu'on m'a cités sur le podcast. Par exemple, quelqu'un qui m'a dit que une des croyances actuelles, notamment en France, c'est que le monde va à volo, que la vie est une longue pente descendante, que c'était mieux avant. Et lui dit pas du tout. Je pense que si on regarde factuellement, il y a 50 ans, les conditions de vie des gens étaient beaucoup moins bonnes. Il faut qu'on arrête de se plaindre, etc. Donc concrètement, quelque chose, si vous voulez, où vous constatez qu'en fait, le monde ambiant a une idée reçue, et vous êtes plutôt pas d'accord. Alors, pour aller tout à fait dans ce sens-là, espérance de vie d'une femme dans les années 60 ou 70, c'était 62 ans. Espérance de vie aujourd'hui, c'est 79 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Progrès de la science, progrès de la médecine, plus d'hygiène. L'alimentation, on a l'impression qu'on mange tous horriblement, mais en fait la réalité c'est qu'on mange beaucoup mieux. Donc en fait, tous ces progrès-là, ça se traduit par des espérances de vie quasiment à hauteur de 80 ans. Et du coup, tous les débats, retraite, 60 ans, etc., on va finir par être plus longtemps à la retraite qu'on va avoir de vie professionnelle, grâce à tous ces progrès. Donc... C'est une bonne manière de l'amener. Et dernière question, est-ce qu'il y a un ou des livres que vous pourriez nous recommander parce qu'ils vous ont particulièrement marqué, et pourquoi? Alors, il y a le livre de Xavier Fontanet, je vais faire de la pub à mon il sera content. mais il est parti, et que j'ai adoré, mais je pense que c'est un livre aussi d'initié. C'est-à-dire que quand on travaille dans ce marché... Avoue, moi, je l'ai beaucoup aimé, son livre, et je le recommande à beaucoup de personnes, mais c'est vrai que je pense qu'en tant que personne qui ne connaît rien au monde de l'optique, il y avait quelques termes, des termes techniques. Mais en tout cas, la conquête, la stratégie, les différentes acquisitions, j'ai absolument adoré. Et je lui rends hommage pour le travail extraordinaire qu'il a fait à la tête des Silor. Un livre qui m'a pas mal plu, c'est le dernier livre de notre ancien Premier ministre, Édouard Philippe, avec son acolyte Gilles Boyer, et qui retrace les années à Matignon, et qui est assez intéressant parce que je trouve qu'on en sort. On a connu la crise des Gilets jaunes, on a connu le Covid. Ça a quand même été un mandat. On a connu en amont les grèves de la SNCF, ensuite les grèves de la retraite. Et quand vous cumulez l'ensemble de ces difficultés, vous vous dites que
être catapulté Lui, il a bien fait du redressement et de la restructuration. Voilà, de maire du Havre à Premier ministre, enfin député maire du Havre, Premier ministre, se gérer ça. Et en le lisant, je me disais, mais bon, ok, c'est bon, nous, on ne fait que diriger des entreprises. Enfin, c'est quel degré de complexité, quelle incroyable difficulté, malgré tout, sans doute, le plaisir aussi qu'on en retire de pouvoir avoir une action concrète sur les choses. Mais je trouve que c'est assez fascinant de voir comment ces personnes gèrent non pas une entreprise mais un pays en pleine tempête, quoi. Nicolas, merci 1000 fois pour votre temps. C'était vraiment très intéressant. Alors, on n'a pas énormément parlé de Zeiss, mais évidemment, j'incite nos auditeurs et aussi les personnes qui nous regardent sur YouTube à aller consulter le site, bien sûr. En plus, vous m'avez très gentiment offert un kit anti-buée, ce qui, à l'époque, à l'heure d'un masque, est quand même bien utile. Ah oui, ça, c'est vraiment un très, très grand succès. Ça, c'est intéressant. Et si on veut vous retrouver, si on veut vous suivre dans le monde merveilleux du web, où est-ce que ça se passe ? Sur LinkedIn. LinkedIn, parfait. J'ai l'impression que vous êtes assez réactif, donc ça sera dûment noté dans les notes de l'épisode. Je vous remercie 1000 fois, Nicolas. Merci Pauline pour ce moment.